Tu sais que tu as 9 chances sur 10 de t'en tirer quand tu flingues un journaliste. Changeons les pratiques, réformons les médias. J'ai pas envie d'être dans la peau d'un journaliste chinois qui travaille depuis 20 ans pour Voice America et qui va se retrouver expédié en République populaire de Chine. Pas du tout. Reporters sans frontières, c'est l'association qui défend le journalisme. Moi, je suis le directeur général de Reporters sans frontières, donc je dirige le secrétariat international. C'est 14 bureaux et sections dans le monde RSF, et c'est moi qui coordonne avec l'équipe tout cela. C'est quoi les critères qui permettent de définir ce qu'est la liberté de la presse? Alors, le classement, il est fondé sur une base statistique, c'est-à-dire qu'on envoie un questionnaire à des répondants qualifiés dans les 180 pays du monde dans lesquels on travaille. La liberté de la presse, selon nous, c'est pas une liberté d'expression étendue aux rédactions, c'est la capacité aux journalistes d'agir. C'est une question d'agency, comme on dit en anglais. Et ça se manifeste par une appréciation, de notre point de vue, de la liberté de la presse qui est plus que la sécurité. Alors, il y a 5 critères pour nous de la liberté de la presse. La sécurité, la capacité des médias à travailler dans un contexte économique qui est fiable, la possibilité aussi d'avoir un contexte légal et politique qui est favorable, et puis un contexte social. Donc c'est tout ça pour nous qui constitue une presse libre. C'est une presse qui peut compter sur un contexte favorable dans ces 5 dimensions. Parmi vos actions, on s'était notamment intéressé au bouquet satellitaire Svoboda, qui avait en Russie et dans certains pays voisins. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit et comment ça a été mis en place? Le bouquet satellitaire Svoboda, c'est une initiative qu'on a lancée l'année dernière et qui vise à diffuser des chaînes de radio et de télévision vers la Fédération de Russie. Depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, il y a une espèce de blocus informationnel en Russie. Beaucoup de citoyens se retrouvent privés d'accès à des radios et des télévisions qu'ils pouvaient consulter par le passé. Et pour remédier à ça, on a non seulement soutenu les rédactions qui se sont implantées au sein de l'Union européenne, mais aussi on leur a donné un moyen de diffusion qui est le satellite, qui est inarrêtable. Et grâce à ça, eh bien, on peut potentiellement toucher jusqu'à 4,5 millions de foyers en Fédération de Russie. Nous, on utilise les satellites Eutelsat, le Hotbird 13, qui est la deuxième position principale en Russie. Et surtout, ce qui est important de dire, c'est que nous, on agit comme un collecteur de contenu. C'est-à-dire que le satellite ne nous appartient pas, on loue ses services, et puis les contenus, ce n'est pas nous qui les produisons, nous les collectons, nous les agrégeons, nous agrégeons des contenus qui viennent d'acteurs russes indépendants, d'acteurs internationaux indépendants de langue russe, Deutsche Welle, la BBC, etc., et aussi d'acteurs ukrainiens de langue russe, comme Dimitri Gordon, qui est un des plus célèbres journalistes ukrainiens. Comment on dose face à la fatigue informationnelle? Comment on adapte l'offre journalistique? Est-ce qu'il faut faire quelque chose pour lutter contre la fatigue informationnelle? C'est d'abord les citoyens eux-mêmes qui doivent agir en fonction de leur capacité ou de leur fatigue face à l'information. Et ce que je dis toujours, c'est que si le journalisme doit être la résistance aux idées reçues, eh bien, il faut reconnaître que ce n'est pas toujours le cas. Donc, en attendant qu'arrive un jour meilleur pour le journalisme, il faut parfois prendre le maquis du journalisme. Il y a toujours un média qui a un ton, qui a une temporalité qui vous correspond. Donc, il faut d'abord que le public ne perde pas espoir dans le journalisme. Et il faut aussi, et ça c'est vrai, que les journalistes eux-mêmes et les rédactions changent leurs pratiques, qu'ils écoutent le public. Et le public dit des choses très claires. Ils veulent qu'on distingue l'accessoire du principal, qu'on ait également une distinction plus claire entre l'opinion et les faits, et aussi qu'il y ait une sorte de ralentissement du rythme de l'information. Donc tout ça, c'est des choses qui sont tout à fait entendables. Quand je vois des patrons de rédaction qui courent comme des poulets sans tête en disant « le public ne nous aime pas, pourquoi ?» c'est très simple. Changeons les pratiques, réformons les médias. Les médias d'information sont aujourd'hui des médias qui sont beaucoup plus kidnappés par le médiatique qu'ils ne pratiquent l'activité journalistique. Et je crois que ça, c'est vraiment important de restaurer l'équilibre, parce que le journalisme, je crois que les gens n'en ont pas assez, et les médias, ils en ont bien assez. Et RSF, d'ailleurs, est-ce que c'est une association qui s'adresse uniquement aux journalistes, ou est-ce que c'est une association justement qui cherche à aussi s'adresser à ce grand public? Et si c'est une association qui cherche à s'adresser au grand public, comment? Alors, nous sommes convaincus qu'il faut créer une coalition pour sauver et construire l'avenir du journalisme, qui passe par les professionnels de la profession, bien sûr, mais aussi leur écosystème plus large, y compris les annonceurs, y compris les plateformes technologiques, y compris les régulateurs, etc., mais aussi les citoyens. On n'entend pas assez les citoyens. Notre conviction, c'est que le journalisme n'est pas produit pour les journalistes, il est produit pour le public. Et donc le consommateur final, au fond, qui est en fait un citoyen, doit être quelqu'un qui a voix au chapitre. Force est de reconnaître qu'il n'est pas écouté, il n'est pas très entendu.
Les associations de consommateurs existent, mais elles se préoccupent peu des sujets de médias. Donc il faut qu'on arrive à faire émerger la voix des citoyens. Nous, on veut parler aux citoyens, beaucoup. On pense que c'est eux qui sont en grande partie la clé. Et donc les citoyens, c'est vraiment un sujet de préoccupation constante. C'est pour ça qu'on développe notre communication directe via les réseaux sociaux, via des contenus qui nous sont propres à destination du grand public. Nous, on fait énormément de réunions publiques ou de manifestations publiques pour aller à la rencontre des gens, pour pouvoir leur demander salut, comment ça va, votre rapport à l'information, qu'est-ce que vous pensez des journalistes, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, quels sont les messages que vous voulez qu'on transmette aux journalistes. Et ça, c'est important. On peut le faire dans des cadres qui sont des cadres associatifs, dans le cadre de festivals aussi. On est allé à la fête de l'UMA, par exemple, très intéressant de voir le public de la fête de l'UMA. On l'a fait aussi dans des événements qu'on crée nous-mêmes. Effectivement, on avait fait en 2022 une tournée en bus dans 50 villes de taille moyenne et plus importante en France pour aller discuter avec les citoyens dans des assemblées citoyennes. On leur posait des questions. Et a fortiori, quand il n'y a pas de star du journalisme dans l'Assemblée, quand il n'y a pas un monopole de la conversation ou même de l'adversité vis-à-vis des journalistes, la parole se libère. Et les gens ont des choses très intéressantes à dire. Quels sont les bons points, les mauvais points de la France et qui expliquent qu'elle soit, malgré ses ambitions et ce pays des libertés, etc., qui expliquent qu'elle soit quand même hors du top 20 du classement, quoi. Alors, 21e, c'est peut mieux faire, quoi. C'est une bonne position, mais c'est pas l'équivalent de ce qui peut se produire en Europe du Nord, par exemple. Pourquoi ? Parce qu'on a eu tout un cycle de violence contre les journalistes, y compris de violences policières, mais aussi de violences des manifestants. On a eu aussi des assassinats, comme l'assassinat de Charlie Hebdo. Donc il y a quelque chose qui n'est pas réglé en termes de sécurité des journalistes. On a aussi un problème réel de cadre légal qui est insuffisant. L'affaire Ariane Lavrieux, qui est une potentielle atteinte au secret des sources, montre à quel point il faut être vigilant sur ces questions-là. On voit aussi que les autorités de régulation n'appliquent qu'imparfaitement la loi, notamment la loi de 1986 sur l'audiovisuel. Donc là, il y a des raisons, je dirais, de se battre. On voit aussi dans le cadre du critère politique de notre classement de la liberté de la presse qu'il y a des incertitudes qui pèsent sur le positionnement de certains acteurs politiques, je pense au Rassemblement national vis-à-vis de la presse, qui a une rhétorique de plus en plus hostile. Et on comprend une part de critique des médias, mais est-ce que l'on n'est pas dans une critique qui devient illégitime ? Voilà, même Jean-Luc Mélenchon avait dit il y a quelques années la haine des médias est juste et saine. La haine, je ne sais pas, la critique, oui. Donc nous, on est très vigilants sur la façon dont la parole politique s'exerce contre les journalistes. Et puis enfin, la question de l'équilibre économique des médias en France est une question qui est très préoccupante. Il y a eu des licenciements assez massifs ces derniers temps dans beaucoup de rédactions, y compris des rédactions régionales. Donc on est attentif à l'équilibre économique de la presse. Et est-ce qu'il y a des facteurs à l'inverse qui seraient un peu plus porteurs d'espoir pour le court, moyen terme ? Oui, alors on peut dire d'abord qu'il y a de plus en plus de journalistes. Ça c'est bien, c'est-à-dire que la carte de presse qui s'obtient quand même, parfois de haute lutte puisqu'il faut faire la preuve de revenus économiques substantiels, il y a eu une augmentation ces dernières années du nombre de journalistes détenteurs de cartes. Deuxièmement, on voit aussi la façon dont de nouveaux modèles et de nouvelles tonalités de presse émergent. Alors on a célébré l'anniversaire de Society, mais je vois par exemple Disclose, qui réussit à monter des campagnes de collecte de fonds significatives, qui lui permettent d'avancer dans des enquêtes dont je crois l'intérêt général n'est plus approuvé. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est encourageant. Et puis enfin, peut-être dire qu'on voit une baisse de l'érosion de la confiance. Alors c'est timide, mais dans différents sondages, dont celui de la Croix, on voit une légère remontée de la confiance dans les journalistes, qui sont en tout cas, dès qu'on fait cette distinction entre journalistique et le médiatique, on voit qu'il y a quelque chose de plus positif qui s'exprime. Donc ouais, déprimez pas. Vous avez, RSF a eu quelques contentieux avec CNews. Pourquoi CNews est un problème en France ? CNews est un problème en France parce que cette chaîne, aujourd'hui, opère très largement un contournement de la loi. La loi, elle prévoit quoi ? Elle prévoit de l'honnêteté. Quand on présente les avortements comme étant des causes de mortalité sur les antennes, je crois qu'en termes d'honnêteté, on fait rarement pire. En termes de pluralisme, la loi est très claire aussi. Je crois que sur CNews, on peut parler d'une chambre d'écho ou d'une chorale qui s'exprime à longueur de journée sur les mêmes sujets avec le même point de vue. C'est très problématique.
Et puis enfin, en termes d'indépendance, on a sorti une enquête sur les clauses de non-dénigrement qui sont signées massivement par les journalistes qui quittent le groupe Bolloré. Ça nous empêche de savoir ce qu'il s'y passe réellement. Mais il y a fort à parier, et Mediapart a révélé des consignes qui sont passées dans les rédactions, dans les boucles numériques, qu'il y a évidemment un intérêt de l'actionnaire, alors intérêt économique mais aussi politique, qui trouve un chemin vers l'antenne. Donc oui, le groupe CNews, le groupe Bolloré et la chaîne CNews sont, de notre point de vue, assez problématiques pour les enjeux de journalisme. Après, c'est pas que le groupe CNews. Le groupe CNews, c'est la transformation. Enfin, CNews, c'est peut-être l'expression la plus pathologique des dérives du système médiatique. Et donc c'est pour ça que nous, on est en guerre contre le groupe Bolloré, parce qu'on considère qu'il faut être exigeant à l'égard de journalistes. On ne peut pas laisser toute cette spirale de négativité, de mépris de la déontologie rester impunie. Donc c'est à la fois, évidemment, la faute de CNews, mais c'est aussi la faute d'une régulation qui est trop laxiste. Le gouvernement Trump a basé sa campagne basiquement sur une haine anti-média. Mm-hmm. Et est-ce que cette action de Donald Trump, cette campagne anti-média, elle a eu des répercussions aux États-Unis? Enfin, aux États-Unis, quelles sont les répercussions et est-ce qu'il y en a eu dans d'autres pays aussi? Alors, on savait que Trump était capable de s'engager dans une rhétorique anti-média. Il l'avait déjà fait. Rien de nouveau sous le soleil. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans un contexte politique qui a été transformé, il revient avec une agressivité et une volonté d'agir qui est différente. Et ça, c'est très problématique parce que non seulement les médias n'ont pas été capables d'enrayer, je dirais, le discours de Trump, qui est un discours fait de bobards, de tissus de mensonges, son fameux truc sur les chats et les chiens, ça n'a aucun sens tout ça. Il érige en faits politiques des choses qui ne relèvent pas de faits journalistiques. Et ça, c'est un défi, en fait, à la façon dont le débat public peut être organisé. Donc ça, c'est une problématique qui trouve en plus une traduction dans des décisions comme celle de bannir l'agence Associated Press de l'accès à la Maison-Blanche. Il y a une volonté de continuer à persécuter les médias, et le danger le plus grave, ce n'est pas Trump, c'est l'absence de réaction des médias. C'est-à-dire que de plus en plus, on voit des médias américains, notamment des grands médias, renoncer à des poursuites contre Trump, renoncer à des procès en diffamation, renoncer à agir alors qu'ils avaient de bonnes raisons de gagner. Donc nous, on essaie de mobiliser et de fédérer aux États-Unis sur ces questions-là. Après, sur la question internationale, on voit la violence de Trump. C'est-à-dire que non seulement il a coupé le financement de USAID. USAID, c'est bien sûr une organisation de développement média et ça a des conséquences pour la faim dans le monde, la maladie dans le monde. Mais aussi, c'est une organisation qui finance des médias. Et les médias, notamment en Ukraine, ils sont 9 sur 10 à bénéficier aujourd'hui de financements internationaux, pas que du USAID, mais c'est donc massif l'impact que ça a sur les médias dans le monde. Mais non content de s'arrêter là, il va plus loin. Désormais, il s'en prend à tout l'audiovisuel extérieur américain. Voice of America, Radio Free Asia, Radio Free Europe, Radio Marty. Il a décidé de mettre un terme à toutes ces transmissions. Ce sont des outils au service de la liberté de la presse, ce sont des incarnations de l'engagement de l'Amérique en faveur du journalisme. Ce sont des centaines de millions de personnes qui sont touchées à travers le monde et qui lisent, qui regardent, qui écoutent ces médias. Demain, tout cela peut disparaître. Donc, avec Radio Free Europe, on essaie de trouver une solution juridique et financière pour continuer. Avec Voice of America, on a porté plainte contre l'administration Trump parce que Voice of America ne pouvait pas agir en justice, que c'est un bras du gouvernement américain, donc ne peut pas se retourner contre le cerveau, si tant est que ça en soit un. Et donc c'est ça qui nous anime aujourd'hui, c'est de trouver des façons de continuer. Parce que derrière, il y a des collaborateurs des médias qui sont dans des situations humanitaires très difficiles, qui font un boulot formidable, avec, contrairement à ce que pense M. Musk, une forme d'efficacité pour l'argent qui est mis. Et je crois qu'on aurait tort d'arrêter et de baisser les bras en se disant qu'on ne peut pas sauver ces médias. Il faut trouver des solutions. C'est important parce qu'il y a des gens qui étaient sur le point de se faire lourder, qui étaient sur le point de perdre leur statut d'employé, et donc de perdre leur visa, et donc de devoir repartir dans des pays, y compris des pays répressifs. Et franchement, j'ai pas envie d'être dans la peau d'un journaliste chinois qui travaille depuis 20 ans pour Voice America et qui va se retrouver expédié en République populaire de Chine. Pas du tout. Je pense que c'est quelque chose d'inhumain qu'on impose à des gens qui n'ont fait que leur travail d'informer avec un courage qui va bien au-delà de ce qu'un journaliste américain a pu connaître dans sa vie.
2023, la Chine était avant-dernière du classement de RSF. Il y avait que la Ouais. Corée du Nord qui était derrière. Ouais. Qu'est-ce que c'est d'être journaliste en Chine? Comment est-ce qu'ils peuvent travailler en Chine? Et est-ce qu'il existe encore des médias indépendants chinois qui ont une influence là-bas? L'expérience qui est la nôtre dans les pays les plus répressifs, et la Chine en fait partie, mais on pourrait parler de la Corée du Nord, c'est que les sources d'information sont aujourd'hui des sources d'information qui ne relèvent pas des médias traditionnels tels qu'on peut les connaître en Europe par exemple. C'est-à-dire que vous avez des comptes Twitter, des plateformes de réseaux sociaux, où vous avez des gens qui sont capables notamment de suivre les mouvements sociaux, d'aller montrer une forme de réalité du pays. Et donc là, on ne parle plus du tout de gens avec la carte de presse, quoi. On parle de gens qui sont sous le radar, qui prennent des risques parfois insensés. Moi, je parle souvent des journalistes comme étant des acharnés. Et là, je crois qu'on est face à des gens qui sont des vrais acharnés, ils sont prêts à tout. Et oui, il y a des gens qui, solitairement ou parfois collectivement, font le choix d'essayer de dire la réalité de ce qui se passe en Chine. Mais ne comptez pas sur eux pour avoir une chaîne de télé, un média écrit, même un blog. C'est très souvent un peu sous le radar et dans une forme de semi-clandestinité. Et ça en dit long sur la violence répressive du régime de la République populaire de Chine. Et est-ce que RSF, du coup, a des moyens d'agir dans ces pays-là, sachant que, du coup, oui, comme vous dites, la plupart des journalistes sont sous les radars. Est-ce qu'on peut accompagner ces personnes-là qui veulent justement rester un peu dans l'obscurité, quoi? Nous, on se bat pour Zhang Zhan. C'est une journaliste très courageuse qui, actuellement, a été réincarcérée alors qu'elle venait d'être libérée au terme d'une peine déjà assez longue. Je ne sais pas si on peut la sauver. Et c'est elle qui prend les choix, en définitive. C'est elle qui fait sa décision. Mais il faut reconnaître que s'il n'y avait pas RSF, on ne saurait peut-être pas à l'international quelle est sa situation. Je ne peux pas vous dire comment, mais on est en contact avec sa situation. Pas avec elle-même, parce que c'est trop dangereux, mais on sait où elle en est. On essaie de suivre au plus près, d'avoir des informations qui sont fiables. Le propre de la République populaire de Chine, c'est d'organiser une forme de brouillard autour de la situation de ces gens, d'essayer de les considérer comme des minoritaires infinis dans un pays de plus d'1 milliard d'individus. Et c'est facile, au fond, pour eux. Alors nous, on essaye justement de singulariser ces individus, de raconter qui ils sont et d'obtenir un impact. Certains sont encore en position, parfois, de se rendre à Hong Kong, de se rendre à Taipei. Et grâce à ça, on peut les former, leur fournir du matériel, leur remettre de l'argent. Il ne faut pas perdre espoir. Il y a toujours des moyens d'agir. Et je crois que notre combat, c'est de montrer, et je crois qu'on l'a fait de façon assez claire avec un projet qui s'appelle le Cercle 19, qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre la culture chinoise et le besoin d'une information libre. C'est même historiquement la Chine, alors via un autre régime, le régime précédent, qui a poussé pour de nombreuses inclusions de textes internationaux avec des dimensions de la liberté de la presse dans les années 40. Dans les revendications des mouvements nationalistes des années 1910-1920 en Chine, il y avait l'accès au journalisme. Il y a eu un journalisme shanghaïen de qualité. Tout ça, c'est une réécriture de l'histoire auquel on assiste de la part du gouvernement chinois, qui est devenu maître dans l'art de faire croire que la liberté de la presse est un truc pour occidentaux. Dans les zones de guerre, comment est-ce que RSF peut aider les journalistes? Est-ce qu'il y a des garanties que vous pouvez apporter Alors, un bon journaliste, c'est un journaliste vivant, déjà, il faut le dire, hein, parce que la profession a créé sa légende sur ceux qui meurent, mais ce qu'il faut, c'est rester en vie. Ça passe par une culture de la protection. Heureusement, les rédactions ont fait un gros progrès là-dessus. Je pense d'ailleurs que ça devrait être enseigné dans les écoles de journalisme, d'avoir une compréhension plus juste je sais pas si j'ai déjà passé un checkpoint, par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé, t'as des mecs avec des guns, faut savoir comment se comporter face à des gens qui ont une arme, quoi. C'est impressionnant, une arme. Quand t'as une Kalachnikov, c'est grand comme ça, c'est en métal et c'est tout dur, la balle, elle peut partir. Faut apprendre à gérer ces situations. Là, je parle même pas de situation de tir à balles réelles, hein. Je parle juste d'être en zone de guerre avec des gens qui sont fatigués, suspicieux à l'égard de la personne qui se présente sur le checkpoint, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a une culture d'indépendance à créer, avec des réflexes, de la formation, de l'équipement, mais l'équipement ça fait pas tout, des gilets pare-balles, des casques, avoir aussi des réflexes de survie, et ça, nous on contribue à toute cette dynamique-là. Après, il faut que les forces armées dans un conflit
fasse démonstration d'une forme de respect de ce qui est attendu à destination des journalistes qui, je le rappelle, sont des civils. C'est des civils un peu particuliers, hein, des civils qui sont un peu acteurs en dépit du bon sens. Normalement, un civil, quand il y a un incendie, il se barre, il ne va pas voir l'incendie. Le journaliste est un personnage qui va vraiment marcher sur la tête. Enfin, pour eux, c'est assez compliqué à gérer. Il faut reconnaître que beaucoup de forces armées de pays démocratiques, mais pas que, sont ou s'efforcent parfois d'être respectueux de la capacité d'action des journalistes. Après, il y a des acteurs qui sont complètement malveillants. On n'arrive toujours pas à s'expliquer pourquoi les forces armées israéliennes maintiennent un blocus informationnel sur Gaza. Ça n'a aucun sens. Au titre du droit international, ça n'a pas de droit de cité, ça ne devrait pas exister. Donc nous, on est très vigilants sur ces points-là. Et puis après, il y a malheureusement ce qui se produit ensuite. C'est-à-dire qu'il faut suivre les journalistes après le conflit. C'est quelque chose qu'on a appris progressivement, mais il peut y avoir du stress post-traumatique. Il peut y avoir un enjeu de santé mentale des journalistes, un besoin de répit. On organise, nous, par exemple, des séminaires de répit pour les journalistes ukrainiens et leurs fixeurs. Très important, on les emmène dans les Carpates, dans la partie ouest de l'Ukraine, où il y a des zones qui sont encore relativement à l'abri, des zones forestières, montagnardes. On les installe dans un chalet pendant une semaine avec des psys. Ils discutent, ils se retrouvent entre eux, ils mangent, ils rigolent, ils jouent, ils se promènent, ça leur fait du bien, ils ont besoin. Et puis enfin, il y a le pire du pire, c'est qu'est-ce qui se passe quand un incident a lieu. Et nous, on pense qu'un des principaux problèmes pour la sécurité des journalistes aujourd'hui, c'est l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Il y a 9 crimes sur 10 qui restent impunis. Comment voulez-vous que les forces armées, les groupes terroristes, les criminels, les mafias aient peur ? Tu sais que tu as 9 chances sur 10 de t'en tirer quand tu flingues un journaliste. C'est incroyable, il n'y a pas beaucoup de crimes dans le monde qui sont aussi largement impunis. Et donc, nous, on pense qu'il faut augmenter ce prix de la mort d'un journaliste, faire en sorte qu'il y ait des sanctions individuelles et collectives pour ceux qui sont commanditaires ou acteurs des assassinats de journalistes, qu'il faut qu'il y ait une identification réelle et une vraie volonté de la part des autorités qui sont compétentes de poursuivre ces crimes. Il ne faut pas qu'on baisse les bras. Nous, on est soutien, par exemple, du procureur ukrainien qui lutte contre les crimes contre l'humanité et contre les droits de l'homme. On lui fournit des preuves, on l'aide à avancer dans les enquêtes parce qu'il y a tellement à faire en Ukraine, il y a tellement de massacres de civils, d'atteintes aux droits des populations, et donc nous sommes agréés en quelque sorte auprès du procureur ukrainien. Donc il faut absolument qu'on arrive à faire augmenter la pression contre ceux qui sont les prédateurs de l'information.